La commune de la semaine. La commune de la semaine. La commune de la semaine fait étape à Roppwiller. Je suis en compagnie de Gérard Kilbertus. Bonjour Gérard. Bonjour monsieur. Vous êtes professeur de microbiologie en retraite, mais je ne vous ai pas appelé pour parler microbiologie. De toute façon, j'en aurais absolument pas les compétences. Mais on va parler d'un ouvrage que vous avez rédigé, un ouvrage qui s'intitulait sobrement Roppwiller, une vraie somme de plus de 300 pages. Comment vous est venue cette envie de retracer l'histoire de ce village ? D'une part parce que je suis natif de Roppwiller. Natif, je suis né et baptisé à Roppwiller. Et ensuite que j'ai passé une partie de mon enfance chez le grand-père à Roppwiller, en train de garder les vaches. Ah bah voilà, donc vous avez vraiment baigné dans cette enfance. On peut dire que même si maintenant vous habitez ailleurs, en Moselle, du côté d'Agondange, Roppwiller, c'est votre village de cœur ? Oui, il y a une certaine nostalgie, toujours qui me ramène par là-haut, quoi. Mais enfin, de moins en moins, puisque l'âge aidant, je ne suis plus apte à aller parcourir les monts et vaux de Roppwiller, Par contre, pour préparer la rédaction de ce livre, vous avez vraiment parcouru tous les chemins, toutes les rues, tout le banc communal de Roppwiller, même une partie du terrain militaire, je crois. Oui, exact, oui. On a eu l'autorisation de l'armée pour aller durant une matinée visiter les polissoirs qui existent sur le terrain militaire. Il y en a 2 ou 3. Et ça prouve que cet endroit-là, Roppwiller, était déjà habité à la préhistoire. D'accord, donc c'est le point de départ de votre livre. On revient au début de l'occupation humaine à Roppwiller, et comme ça, vous avez après tout ce fil historique, vous l'avez dénoué. Vous êtes remonté jusqu'à l'époque moderne. Ça a dû être un travail de titan. Oh, c'était surtout un plaisir, quoi. Et puis, comme je connaissais très très bien Roppwiller, l'ayant parcouru en tant que dans ma jeunesse, et par la suite, après ma mise à la retraite, je n'avais plus de recherche à faire, si bien que je suis allé là-haut et puis j'ai visité un peu, j'ai parcouru. Est-ce que le fait d'avoir eu un œil d'historien, entre guillemets, pour ces recherches, ça a changé votre vision du village ? C'est-à-dire que surtout en tant qu'universitaire, on avait on faisait des recherches et puis on avait cette qualité, cette possibilité de chercher. Et j'ai transmis ça au niveau historique sur Roppwiller, quoi. C'était beaucoup plus facile pour moi que un kidam qui commence son travail, quoi. Donc d'une certaine manière, vous avez gardé la rigueur scientifique que vous aviez de par votre formation et votre métier. Oui, exact. J'imagine que vous avez dû avoir aussi des relais locaux, des habitants du village qui vous ont donné un coup de main ? Il y a surtout du côté familial, Il y a mes cousines là-haut, et il y a Strassel aussi là-haut qui m'ont donné un bon petit coup de main, parce que je n'étais pas tout le temps là-haut, et eux pouvaient éventuellement aller vérifier un détail que j'avais vu ou découvert dans une brochure quelconque, quoi. Parmi toutes ces découvertes, parce que je le rappelle, c'est une vraie somme ce livre, un travail impressionnant. Est-ce qu'il y a une découverte qui vous a marqué, quelque chose qui vous a particulièrement étonné ? Non, non. Le village a suivi le même chemin, il a eu la même histoire que tous les villages voisins, quoi. Donc on retrouve l'occupation préhistorique avec par exemple les polissoirs, on retrouve ces villages dévastés durant la guerre de 30 ans, et on retrouve même un exode avec des gens qui sont partis, je crois, de l'autre côté de l'Atlantique. Oui, il y a pas mal de gens, surtout après la Première Guerre mondiale, quoi. Il n'y avait plus rien, puis ils étaient attirés, évidemment, c'est ce que j'ai appelé le rêve américain, quoi. Ils sont repartis là-haut, espérant trouver des conditions de vie meilleures que celles qu'ils avaient à Roppwiller.
Et c'est d'ailleurs ce qui s'est passé également par la suite, lorsque les usines se sont mises en place du côté de la Grandange, sur Rambas, tout ça. Il y a beaucoup de jeunes qui sont partis ici, travailler ici, quoi, et qui ont ramené leur famille par la suite. C'est ainsi qu'on s'est retrouvés à Grandange, quoi. Voilà, donc finalement, on quittait par nécessité pour trouver de l'emploi, notamment. Pour trouver de l'emploi, pour tout simplement, donc avoir... J'étais là-haut encore avec le grand-père qui vivait encore comme dans le temps. Et vous le savez, donc, déterrer les pommes de terre, hein, c'était pas un problème, hein. J'ai eu plus ou moins mal au dos, hein. Il y avait on était là derrière avec une pioche et puis on déterrait les pommes de terre, les grosses, les belles pour manger, ce qu'on appelait les ferracta, celles qui étaient tranchées, etc., pour les cochons et les autres, et puis il y avait les petites pour la semonce. Donc on peut le dire, avant l'arrivée du confort moderne, entre guillemets, la vie était plutôt rude à Roppwiller. Oh, c'était dur, hein. C'était dur, mais enfin c'était intéressant, moi je trouvais ça. Vous l'avez dit, vous avez gardé une certaine nostalgie de votre village d'enfance. Quand vous repensez à ce joli cadre et à tous les endroits dans lesquels vous êtes revenu pour rédiger votre livre, est-ce qu'il y a un endroit comme ça qui vous revient tout de suite? Est-ce que vous avez un endroit préféré? Je suis revenu donc bien après, quoi. C'est-à-dire donc après ma retraite, je suis parti dans ce qu'on appelle la Spirkelbach. Mm-hmm. La Spirkelbach, c'est en face du moulin, quoi. Hein. Et là, mon père avait planté des épicéas. Il a planté partout des épicéas, quoi. Hein. Et c'est là où j'ai construit une petite baraque. Il y avait un petit ruisseau qui passait. Et puis j'ai passé pas mal de temps là-dedans, quoi. Ça permettait de vivre tranquillement. De vivre tranquillement, de vivre simplement. Et puis c'est aussi une vie au contact de la nature? Ah ben automatiquement, puisque tout au début de ma carrière, j'étais un assistant de botanique. Je connaissais très bien les plantes, j'en ai découvert quelques-unes, donc à Roppwiller même, quoi. Donc je me souviens plus du nom maintenant, bien sûr, c'est bien loin. Monsieur Kilbertus, vous étiez pas arrêté à Roppwiller, vous avez travaillé aussi sur des villages voisins, vous étiez vraiment pris au jeu, entre guillemets, si vous me permettez l'expression? Oui, à Aspelshit également, parce que les Kilbertus venaient de Etting-Aron, et ont migré certainement, donc ils voulaient retourner donc vers l'Allemagne, et quelques-uns se sont arrêtés à Aspelshit. Et il y a encore un Kilbertus, et des Kilbertus à Aspelshit, quoi. D'accord, donc vous avez peut-être encore des cousins lointains qui vous écoutent aujourd'hui sur Studio 1. J'ai un cousin encore là-haut, oui. Voilà, tout à fait. Donc c'est bien de garder ses attaches au Beecherland. Et vous avez aussi pas mal travaillé notamment sur l'abbaye cistercienne de Sturzelbronn, car son histoire est liée aussi d'une certaine manière à Roppwiller. Vous avez trouvé des passerelles comme ça. Oui, automatiquement. Hein, c'est peut-être cette abbaye qui est à l'origine de la création de Roppwiller, quoi. Je n'ai pas trouvé donc le moment exact de l'apparition, quoi, si vous voulez, du village, quoi. Mais il y a des petits endroits, quoi. Il y avait la colline des chevaux, etc. Ce qui m'a laissé supposer, ça c'est moi qui pensais qu'il y avait des élevages de chevaux dans ces coins-là, quoi. D'accord, ça veut dire que tous les mystères n'ont pas encore été dévoilés. Donc, si quelqu'un veut prendre la relève, il y a encore matière à peut-être trouver quelque chose? Je laisse aux autres donc un peu de travail. Et ben voilà, le message est lancé. En tout cas, merci de nous avoir fait partager un pan d'histoire du joli village de Roppwiller. Merci beaucoup, monsieur Kilbertus.